Allô, allô. Et bienvenue à notre conférence annuelle 2022. On est encouragé de présenter ça aujourd'hui à Montréal. Je suis Patty Court, je suis sur le CA de Verviers. Je suis aussi sur le conseil de PFC Médavé. Je remercie à notre donateur et notre conférencier et à vous tous qui sont venus nous écouter. La salle est pleine. C'est vraiment, vraiment enthousiasmant pour nous de voir tout cet intérêt. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes immunitaires, puis avec le COVID-19, qui est encore un défi dans notre communauté, on veut encourager tout le monde à porter le masque, surtout dans les plénières où il y a de si larges groupes. On a numéroté les tables. Vous pouvez laisser vos affaires à la table, puis revenir avec le même groupe pour les sessions futures. Alors, il me fait honneur d'être MC, maître des cérémonies pour cette conférence. Merci, Patty. Donc, Jean-Marc Mangin, PDG de Fondation Philanthropique Canada, et je suis ravi de vous voir si nombreux venus des quatre coins du pays. Avant de commencer officiellement notre conférence, j'aimerais dire quelques mots sur la terre où nous sommes aujourd'hui. J'ai la conviction qu'il est de la première importance de reconnaître les nombreux territoires de l'île de la Tortue, où nous vivons tous, et de reconnaître la présence et le droit foncier autochtone inaliénable. Nous sommes à Montréal, le territoire non cédé des Kanien'kehá:ka, pardon de massacrer le nom, et qui est depuis longtemps le lieu de rencontre et d'échange de nombreuses communautés autochtones. En tant que colon canadien-français avec des ancêtres métis de la Rivière-Rouge au Manitoba, il est de mes responsabilités professionnelles et personnelles de mieux comprendre l'histoire et l'héritage du colonialisme au pays. La réconciliation ne peut se faire sans action de notre part, et c'est pourquoi je m'efforce de faire en sorte que mon travail et celui effectué par Fondation Philanthropique Canada nous aident à avancer vers un futur plus juste. Thank you, Jean-Marc. There we go. Merci, Jean-Marc. Alors, c'est notre première conférence en personne depuis 3 ans. Et depuis que je suis présidente de l'association, alors nous voulons contribuer et partager l'information importante et reconnecter dans l'esprit de renouer les liens. On a plusieurs sessions qui vont parler de notre développement en tant que réseau pour répondre aux besoins sur le terrain, comment le monde change et comment on est ouvert à tous ces changements pour avancer le bien commun. On veut présenter une Gaftea Highway Sky Deer, une invitée très spéciale. Elle est chef de Kaneohe. Sky Deer Clan du Loup est la grande chef élue du Conseil Mohawk de Kanawake. Elle a été élue pour la première fois au Conseil en 2009 et a servi sa communauté pendant 5 mandats consécutifs. Elle a été élue en juillet 2021, devenant ainsi la toute première femme à occuper le poste de grande chef, un événement historique pour la communauté. Nous sommes très honorés et reconnaissants que la grande chef Sky Deer soit avec nous aujourd'hui pour nous accueillir sur les terres traditionnelles de sa communauté. Veuillez lui réserver un accueil chaleureux. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. So, Kaneohe Sky Deer, Yujuts. Je m'appelle Kaneohe Sky Deer. My name's Kaneohe, Grand Chief of the Mohawk Council of Kahnawake. Je suis le grand chef de le Conseil de la Mohawk Kahnawake. Before I start, I'm going to do an opening blessing for all of us in my traditional language.
Avant de commencer, je vais faire la bénédiction et je vais traduire en anglais et en français. Alors l'interprète laisse traduire Madame. A honda dia gadasawa gwanekne do karaniga wanage a gowana headstu dia girdu. Nyauko sa gwai dizu a gwegu dino hoda desungwawi ne ganto zi hunzade zinorinet garuyada na gwadi. Deitra da gadi a gwegu ne ungwe soa tene oni ukini staha zi hunzade tana gwegu dino hoda gamha de kotko haje ne iugwa da garitake. Deitnurada ne gahne garunyu ne ene yugona da nawa dana zinuguzu soa godinagare. Deitnurada go hagwegu ohunde soa otera soa dana ununkwa soa gaya ne ganto zi hunzade dana ne oni ne junhekwa asani godanoza onaste oza heda dana una uzara. Deitnuradu gadi a gwegu ne gahi soa dana ne gwatko wana gani ohundesa. Dana ona ne Agar harunigan agwadi de turadane gudirio danane oskanundu gwahugwegu garunda sua dana ogure sua dana wakta ni gagwiroda ne oni gwahugwegu ozida ungua dano ozinua sua dana ona ne gariada nagwadi de turadane yukisa togura diweras ne oni gayeri ne gawarage zisegu yawara rajes dana radit negahawi Dana de garakoge, da tiduna uradane sugadzia ja keneka garakwa, dana ne oni yuki soto sa teneka garakwa, zi sego yugudiot de ne ganungwe au de riwage, zi awadu, aze, do hudigusudu generadiksa ogua. Dana de tinuradane yudistok warunyu, zi tkaruhyade, dana igere tonyori watkari wakweni, dogatena dagari hokdakwe, ize wadi, as waza sudara, zinohoda sageni gorha. Dana to. So with that, in our culture, it's very customary for us to pass what we call the... Dans notre culture, on passe ces mots. Ce sont les mots qui viennent avant tout autre, parce que nous, après la création, on nous a dit que la terre, notre mère, nous donne tout pour soutenir la vie pour les êtres humains sur la terre. Alors on reconnaît toutes les belles personnes qui viennent de partout au monde. On reconnaît l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est important à notre cerveau. Puis tout ce qui est dans l'eau également. Les poissons qui nous nourrissent, les plantes qui nous nourrissent, les médecines qui nous sont données, les fruits. Tout ce que nous plantons dans la terre qui nous donne la nourriture qui nous permet de vivre et aussi la forêt, les animaux, les arbres qui nous donnent l'air que nous respirons. Alors tout qui va de la terre au ciel, la lune, le soleil, les étoiles sont tout interconnectés, ont tout un but, ont tous une raison d'être et on veut tout partager ça ensemble et la reconnaissance de cela pour ouvrir la voie à cette conférence et comprendre que tout ce qu'on fait tous les jours, lorsqu'on se réveille, on prend une respiration et on se rend compte qu'on a eu la chance à se réveiller ce matin. Alors voilà notre ouverture et l'ouverture d'esprit en même side. Donc, alors on dit bienvenue à ce territoire qu'on appelle Tchotchogé, qui est Montréal, qui est le territoire non cédé de Ganarawaga, les Mohawks et les gens de la Maison Longue. Alors voilà, la conférence est maintenant ouverte et je donne la parole à Jean-Marc. Merci, Chef Sky Deer. C'était vraiment beau. Avant de commencer, on a un invité spécial qu'on invite à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. Pour commencer, permettez-moi de nommer quelques personnes qui sont présentes dans la salle.
Grand Chief Skydeer, merci de nous recevoir. Bien sûr, la grande chef également, Mandy Gould-Masty. Monsieur Ghislain Picard, qui est le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Patty Faith. J'aimerais aussi saluer Monsieur Mangin, ainsi que Madame Liliane Perecha, qui est la PDG de la Fondation McConnell. Dear guests, Mesdames et Messieurs, très heureuse d'être avec vous ce matin. As I am the proud mayor of the only francophone metropolis in North America, I will be speaking in French, so I invite you to use your translation device. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler à tous et toutes que nous sommes sur un territoire autochtone non cédé et je remercie la nation Kanien'kehá:ka pour son hospitalité. Je vous souhaite la bienvenue à Montréal à tous les membres du réseau des fondations philanthropiques Canada. C'est un honneur de vous accueillir dans notre belle ville dans le cadre de cette 9e conférence pan-canadienne. Vendredi dernier, nous avons souligné la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et aujourd'hui, par cet important rendez-vous, nous avons l'occasion de rappeler l'apport inestimable des communautés autochtones aux grands enjeux qui nous préoccupent toutes et tous. Les communautés autochtones de partout à travers le pays sont directement concernées par la crise climatique, la protection de nos territoires, l'habitation et l'équité sociale. Elles doivent être partie prenante des discussions et des décisions et des solutions que nous devons collectivement mettre en place pour assurer le succès de notre société. Les fondations ont aussi un rôle à jouer, un rôle très, très important à jouer dans l'atteinte de nos objectifs, en particulier dans 2 grands chantiers prioritaires pour notre administration, la transition écologique ainsi que l'habitation. Sur le plan de la transition écologique, il y a des fondations qui nous ont offert leur expertise, avec qui nous travaillons et qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que si la Ville travaillait toute seule dans son coin. Ce n'est pas notre style, c'est pas le style de la maison, ni celui de notre administration, mais je tiens vraiment à noter que la contribution des fondations est essentielle quand il est question de lutter contre la transition écologique. Cette collaboration qu'on a mise en place a permis de faire la co-création d'un plan ambitieux qui vise la carboneutralité à la Ville de Montréal. Et ça prévoit aussi des investissements majeurs pour adapter notre territoire face au changement climatique. Parce qu'on le voit malheureusement de plus en plus souvent et de plus en plus fort, comme quoi les changements climatiques frappent toujours plus fort, que ce soit avec l'ouragan Ian ou Fiona, ou encore, il y a quelques semaines, il est tombé en 2 heures la quantité de pluie qu'on reçoit en général en 1 mois. Ça a un impact sur nos territoires. Alors, on doit non seulement lutter, réduire nos GES, mais on doit également adapter nos territoires, nos villes, nos rues, nos ruelles, et j'ai envie de dire nos maisons, parce que bien sûr, quand les changements climatiques frappent, ce sont de véritables drames humains qui se produisent. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Alors, ce partenariat-là qu'on a fait avec les fondations, permettez-moi de nommer la Fondation Trottier, ainsi que la Fondation, la Fondation Trottier, voilà, qui nous a aidé à faire le partenariat Climat de Montréal. C'est un plan avec 46 actions très précises, très concrètes, et ça regroupe également 50 organisations, donc des groupes environnementaux, des organisations qui travaillent au niveau économique, les universités, les grands employeurs institutionnels et privés. Et là, je vous m'excuserai parce que j'ai dit, bien sûr, la Fondation Trottier, mais permettez-moi de nommer aussi la Fondation du Grand Montréal. Donc, M. Méran, que je suis sûre qui est dans la salle ici, ainsi que M. Éric Saint-Pierre. Ce sont des joueurs majeurs de ces fondations. Bonjour. Ce sont des joueurs clés, mais qui démontrent à quel point, quand on s'unit et qu'on travaille ensemble, on réussit vraiment à faire, je ne veux pas dire des miracles, parce que les miracles, on en a à faire beaucoup, mais à faire avancer la machine plus rapidement que si on agissait tout seul. Maintenant, ce qui est évident pour notre administration, c'est que le virage vers la transition écologique, c'est nécessaire dans une perspective d'équité sociale. Et ça aussi, pour nous, c'est important de travailler avec l'ensemble de la société civile, les groupes et les fondations pour que cette valeur-là soit à la base de tout ce qu'on fait en matière de transition écologique.
J'ai envie de vous dire en terminant que pour la Ville de Montréal, la lutte au changement climatique est un sujet qui nous occupe à tous les instants et nous aurons le plaisir, le bonheur de recevoir en décembre la COP 15 sur la biodiversité qui va se tenir ici à Montréal. Et ça, pour nous, c'est un moment clé où, bien sûr, vous serez tous et toutes appelés à participer en grand nombre, soit via la société civile ou encore dans différentes activités qui seront mises en place pour faire valoir la nécessité de travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques. Rapidement, l'autre sujet, et j'espère aussi que là-dessus, vous allez avoir plein de bonnes idées, c'est concernant l'habitation. L'habitation, c'est un enjeu majeur dans nos villes, dans nos municipalités, dans nos différents territoires à travers le pays. Montréal, on a la chance d'être encore une ville abordable si on se compare à Toronto et Vancouver, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit abordable pour tous et toutes. Tout le monde devra avoir un toit au-dessus de sa tête, peu importe son statut socio-économique. Et là aussi, c'est une question d'équité sociale pour nous, c'est une question de justice sociale. Et pour y arriver, il faut travailler avec l'ensemble des partenaires parce que la mixité sociale, pour nous, c'est non seulement dans l'ADN de la ville, mais c'est ce qui fait que Montréal se démarque et demeure compétitive et demeure une ville si intéressante, c'est parce que nous avons cette mixité à travers nos quartiers. Alors moi, je vais vous souhaiter deux excellentes journées de discussion. Très hâte d'entendre le panel qui va se dérouler dans quelques minutes. Je resterai des vôtres. Et sachez que Montréal aura toujours l'oreille ouverte et nous serons toujours très ouverts à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, dont les fondations qui ont un rôle majeur à jouer face aux changements que nos populations nous demandent d'effectuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la mairesse, pour souligner comment les partenariats entre les fondations et la Ville de Montréal peuvent confronter la crise du logement et la crise climatique. Nous allons maintenant présenter notre séance plénière d'ouverture. 7 ans après la Commission Vérité et Réconciliation et l'élaboration de la déclaration d'action de la communauté philanthropique, les progrès ont été inégaux pour développer plus de respect et de réciprocité envers les communautés autochtones partout au Canada. Nous sommes confrontés collectivement à une occasion incroyable, ainsi qu'à une obligation envers la réconciliation et en choisissant d'adopter et de mettre en œuvre les principes et les normes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. In this conversation, we have invited esteemed local and national Indigenous leaders to engage in a conversation on philanthropy today, where our sector might fit, and where we should consider when it comes to our relationship with Indigenous people across Canada in advancing justice and reconciliation. I will now ask the opening plenary speakers to come to the stage, and I will pass it over to our moderator for this session, Madame Paressa, CEO of the McConnell Foundation, to introduce the panel. Merci. Please have a seat. Donc, est-ce que technologiquement, ça fonctionne bien? Vous m'entendez? Oui, super. Alors, pendant que nos speakers se joignent à nous, à mon tour de dire quelques mots. Alors, je suis honorée de partager cette scène avec des personnes aussi importantes. Je dois avouer que je suis un tantinet intimidée d'être devant vous. Et vraiment, je sollicite votre indulgence pour tous les impairs que je vais peut-être commettre. Alors, I think that PFC was pretty gutsy in inviting a newbie, as I joined a private foundation not long ago, to moderate this panel. And I'm very happy to be here with you and to be also with such distinguished guests. So I want to thank PFC for putting this up, and seeing all of you coming all the way to my home city is really a great sight. After 3 years, it was about time that we saw each other. Alors, as a true Montrealer, I will be speaking in Franglish, franglais,
So switching from français to anglais, we don't distinguish which language we're speaking. So don't be surprised that you might be having to use your translating devices once in a while. Alors, comme fille d'un père réfugié qui est arrivé en 1958 et fille d'une mère dont les ancêtres sont arrivés sur ce territoire en 1654, mais je suis excessivement reconnaissante aux communautés autochtones who acts as stewards of these lands and waters. Et je suis aussi très reconnaissante à cette société du Grand Montréal qu'on appelle Kanyan-Kanaha ou bien aussi Mooningwang en Anishinaabe, d'avoir accueilli ma famille et de nous permettre de vivre avec notre plein potentiel. So, we'll have 4 wonderful people who's going to be speaking to us this morning. Donc, la façon qu'on va procéder, je vais les introduire très rapidement. Vous avez leur biographie dans vos documents, c'est que je vais faire ça de façon très, très brève. Ensuite, ils vont vous adresser quelques remarques. Je vais leur poser 1 ou 2 questions, puis ensuite, on va donner l'opportunité aux personnes dans la salle de pouvoir poser des questions aussi. So, I'll be starting avec le grand chef Picard, qui est Innu de la communauté de Pessamit. Depuis 1992, il occupe la fonction de chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, qui est un organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Donc, je vais laisser vous présenter et je vais vous demander de partager avec nous vos impressions sur la philanthropie et les communautés autochtones. L'orateur parle en langue autochtone. It's a pleasure for me to be here this morning. Je suis très heureux d'être des vôtres aujourd'hui. Un grand privilège aussi de partager la scène avec mes sœurs et grand chef Kasanahake Sky Deer du Grand Conseil de Kahnawake. La meilleure façon d'apprendre les langues autochtones, c'est de les chanter. Si vous savez les chanter, ce sera plus facile pour vous. Comme ça, ce sera plus facile aussi de prononcer les noms. Donc, je suis très reconnaissant à Kasanahake Sky Deer de nous aider aujourd'hui. I was just reading this morning. Je lisais aujourd'hui et je ne l'avais pas cherché, je suis tombée là-dessus. Moins d'1% des organisations autochtones reçoivent des dons philanthropiques. Donc, c'est beaucoup trop peu, selon moi, et je ne veux accuser personne. Nous sommes ici pour prendre le pouls de la situation. Je vais passer au français, pas pour les mêmes raisons que la mairesse Plante, mais tout simplement parce que mes colonisateurs étaient francophones. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ces quelques minutes avec des collègues ce matin. Et j'étais dans ma communauté de Pessamit vendredi dernier. Et une opportunité qui est rare pour moi, c'est de pouvoir passer une journée complète du matin au soir dans ma langue d'origine, qui est la langue Innu. Et je pense que mes collègues savent très bien de quoi je parle. Et donc, pour moi, c'est très certainement un secteur qui mérite un appui important de la part de la communauté philanthropique. Et ce que j'ajouterais à cela, c'est il y a un autre domaine qui, à mes yeux, est extrêmement important aussi, c'est le domaine de la culture et des arts. J'ai des collègues et des amis de ma propre nation qui œuvrent dans le domaine de la musique depuis plusieurs années et qui
essaie finalement de faire des pieds et des mains pour faire en sorte que le CRTC, par exemple, puisse relever son quota de musique autochtone à travers le pays. Ça, c'est un autre domaine, selon moi, là, qui mérite très certainement une considération. Nous avons récemment signé un accord avec la Société d'État Hydro-Québec pour supporter le domaine de l'entrepreneuriat féminin dans l'ensemble de nos nations. Une entente qui va s'étendre sur les 5 prochaines années. Et ça, c'est également un domaine qui mérite notre attention à toutes et à tous. Et ce que j'ajouterais à cela, c'est que ce qui est particulier sans doute au Québec, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais depuis maintenant 30 ans, on essaie de faire valoir les principes de l'économie sociale, qui est une économie qui est chère à nos yeux, qui est aussi très proche des principes de l'économie traditionnelle de nos peuples. Donc, c'est également un aspect extrêmement important, je pense, qui mérite la considération des institutions philanthropiques. Finalement, le dernier point que j'aimerais avancer, la mairesse Plante parlait plutôt d'habitation, et il y a un autre domaine qui, à mes yeux, mérite également notre attention, et c'est très certainement marginal comme situation, mais aussi comme secteur qui est financé, c'est toute la question de l'itinérance, à l'échelle de Montréal, évidemment, mais à l'échelle du pays également. Et ça, c'est un autre domaine qui, à mon sens, mérite également une attention très, très particulière parce que, pour nous, les sans-abri autochtones ou pas n'ont pas des droits qui sont différents des nôtres. Ce sont des droits humains qui méritent d'être considérés. Et en plus, du côté des communautés, finalement, qui sont les nôtres, dont certains membres ont des fois par choix, des fois par non-choix, décidé de résider dans un centre urbain, méritent également notre considération. Donc, c'est des aspects qui, à mon sens, méritent très certainement notre considération. Finalement, j'aimerais quand même souligner la position, la contribution des institutions philanthropiques qui acceptent de relever le défi des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Pour moi, ça renforce le concept d'alliance qui est extrêmement important à mes yeux parce qu'on mise beaucoup sur comment mettre à terre les préjugés, comment défaire ces murs d'incompréhension entre nos sociétés. D'ailleurs, on contribue de façon assez prononcée depuis 2 ans à essayer de faire valoir un plan de lutte contre le racisme. Et ça, c'est également un domaine extrêmement important qui est évidemment sous-financé parce qu'à la base, politiquement, c'est une réalité qui est, si elle n'est pas méconnue, et elle est contestée. Donc, c'est important aussi qu'on puisse sans doute trouver des façons de soutenir des initiatives qui, sans doute, nous sortent des sentiers battus. Je pense que c'est comme ça que je vais le présenter. C'est extrêmement important, je pense, qu'on puisse avoir cette compréhension-là et que ces initiatives-là puissent inviter à la collaboration. Et donc, c'est le message que je veux vous laisser en conclusion. Qui va très certainement résonner très, très fort au niveau des communautés que nous représentons. Merci beaucoup. C'est Mr. Commandant. Thank you. Merci. So, Grand Chief Mandy. Donc, Grand Chef Mandy Goldmasty, vous êtes membre de la nation Cri de Waswanipi. Désolée si je l'ai mal prononcé. Et vous êtes la deuxième femme à avoir été élue grande chef adjointe et la première femme à être élue grande chef de la nation Cri. Vous avez commencé votre vie publique en 2014. Vous vous êtes assuré que l'exploitation minière dans vos communautés jouisse de protection environnementale et plein d'autres initiatives. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous.
Oscogat we got shows machanet Utenhau, LGBT kigat gaji daik Utenhau and jish, Sidinut Skadwik, Neska we have Magosko, Ganiganska Utenhau Muliat, Mare Plant. Ojagum Shang Gidenga, Yam Higan, we dan Utenhau and jish, Washington, I the good and Jewy in the motion. What I said is good morning. I would like to thank you for inviting. J'ai dit bonjour, merci de l'invitation. J'aimerais aussi saluer les autres panélistes, le chef Skydeer qui nous permet de nous réunir en son territoire. Et j'ai dit que c'était pas facile pour moi d'être ici parce que c'est la saison de la chasse et j'aurais aimé ça être dans la forêt. J'imagine que cette blague est meilleure en anglais. C'est un moment très important. C'est pourquoi j'ai voulu être ici pour vous parler de la Nation Cri. J'aimerais aussi attirer l'attention de ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances des peuples autochtones. La statistique des 1% que Ghislain a présentée, moi, j'ai entendu un demi-%. Et ça montre vraiment que c'est un chemin qui n'a pas été parcouru souvent par plusieurs groupes. La Nation Cri est très spéciale. Je viens du territoire du Bay James. Certains la connaissent comme le nord du Québec. Pour nous, c'est Iushtu. Il y a 11 communautés, un peu moins de 20 000 personnes. Nous avons 2 communautés qui sont en pleine construction. Et nous sommes aussi l'un des sites de premier contact par la compagnie de la baie du Son en West-Kignish. Donc, ça fait très longtemps qu'on a une relation avec ce territoire et même des légendes qui remontent à l'âge, à la première glaciation. Nous sommes une des nations près du Québec et nous sommes gouvernés par un traité qui s'appelle le traité de la baie James, qui concerne la Nation Cri en particulier. Nous sommes l'une des nations qui a vraiment été impactée par le développement hydroélectrique sur nos territoires et nous nous sommes habitués à cette réalité. Nous sommes aussi impactés par la foresterie et les opérations minières. J'ai travaillé beaucoup avec ma communauté pour essayer de comprendre quels sont les besoins des Talimans, c'est-à-dire les individus qui habitent les territoires et qui l'utilisent pour survivre au moyen de la chasse, pêche et cueillette. Et ces besoins ont vraiment évolué dans les 46 ans depuis la signature du traité. Et on voudrait répondre à ces enjeux. Le traité est assez récent, c'est très spécifique aussi à notre territoire, mais il nous a aidés alors qu'on a bâti beaucoup d'infrastructures et on a beaucoup de ressources dans notre communauté, de vraiment nous pencher sur les besoins dans notre communauté. Bien sûr, il y a des manques de financement et c'est là que nous voudrions toucher à l'espace philanthropique. En 2000, nous allons lancer l'Institut culturel Cri. C'est un musée de très grand calibre que je suis très honorée d'avoir sur mon territoire. Et nous avons été en mesure de lancer une campagne massive pour construire cet institut. Maintenant, notre fondation a changé et se concentre beaucoup plus sur les besoins de la communauté. C'est là qu'on veut diriger les fonds philanthropiques. Ce que vous entendrez beaucoup aujourd'hui également, c'est la question de la langue et de la culture. Nous sommes une des nations qui voulons vraiment ajouter des ressources à la production à la protection de notre identité et redonner leur langue à ceux qui l'ont perdue. On veut aussi se pencher sur le transfert
et la transmission de connaissances ancestrales. 60% de notre population a moins de 18 ans. C'est vraiment beaucoup et on a d'autres priorités comme l'art, la santé mentale, surtout à la sortie de la COVID. Et nous déclarons aussi cette année l'année des besoins particuliers. Avec notre Conseil de la santé et de l'éducation, nous avons lancé ce programme des besoins spéciaux pour servir la communauté qui souvent doivent aller dans des grands centres urbains comme Montréal pour recevoir des soins. Et je suis convaincue que les membres de notre communauté devraient avoir droit à tous les services dans leur communauté, en autant que possible. Donc, je suis très heureuse de constater que c'était une initiative couronnée de succès. Et nous avons fait aussi beaucoup de travail de conservation en partenariat avec des organisations philanthropiques. Avec la Fondation Illino, nous essayons de cibler des manques très spécifiques. Je suis donc très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui et de partager plus en détail ce pour quoi on travaille et d'essayer de vous aider à comprendre ce que les communautés autochtones, c'est comprendre ce que les organisations philanthropiques cherchent dans leur collaboration avec les communautés autochtones et aussi peut-être vous guider et entendre également les expériences de mes collègues. Merci. So, Grand Chief Skydia, my turn to thank you. Donc, Grand Chef Skydia, merci effectivement de nous accueillir dans cet excellent territoire de Kahnawake. On vous a présenté, mais j'aimerais aussi ajouter à cette présentation que vous êtes très passionné dans la revitalisation, de la langue Mohawk et l'identité culturelle de votre peuple. Je vous invite donc à vous présenter. Kasanahawe Skydir Yojats, Kahnawake ni Dawagano, Wakatahuni ni Wagitaroda, Tanine Honda Eden, Nerdizahias, Ona ne Zosara Ona, Zinahe, Dana Guahigazi, Wagatsanuni, Ziga Igasque, Scutne ne Gislin, Mandigal Masti, Victoria, Dana Guegu, Unka Ganto, Muawanizarade, Diada Azawada Husa de Dinahoda Yakotarha se Yori Huana ne Muawanizarade. So, just again, welcome. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Je suis grande chef du Conseil Mohawk de Kahnawake depuis 1 an. Je suis du clan des loups. Je suis très fière de mon héritage et du fait que j'ai pu aller à l'école dans la communauté qui était une école d'immersion de mon peuple et beaucoup de ma famille étaient dans le corps enseignant. Avant, donc je n'ai même en allant dans les écoles autochtones, je n'ai pas été soumise aux réalités terribles des pensionnats de jour autochtones dont on a parlé récemment. Et pour ceux qui n'ont jamais été à Kahnawake, nous sommes de l'autre côté du pont Mercier. On est 7500 membres de communauté. Nous n'avons pas vraiment de projet minier ou de foresterie. Et notre ressource principale, c'est vraiment notre géographie. Si vous êtes déjà allé à Kahnawake, vous avez probablement été témoin de toutes les expropriations qui ont été faites pour créer toutes les autoroutes, la 132, la voie maritime, la voie ferrée du Canadien Pacifique. Et notre communauté, on ne veut plus céder de territoire. L'expropriation que nous avons subie a été vraiment terrible. Quelle est la réalité d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire avec les 80 000 voitures qui traversent notre territoire? Quelles sont les occasions économiques? Comment peut-on les transformer en avantages et comment peut-on travailler avec les municipalités et créer un avenir meilleur
Pour ceux qui s'en rappellent, en 1990, nous avons eu la crise d'Oka. Nous avons bloqué le pont Mercier pour 78 jours et l'armée a participé au démantèlement et de déclarer à la déclaration de guerre contre notre peuple. Il y a eu des morts, malheureusement. Une personne est morte dans une fusillade à Oka et aussi certains aînés ont subi énormément de stress. Donc, on tente d'être dans ce processus de réconciliation avec la communauté. J'avais 10 ans, j'étais seulement une petite fille et j'étais dans le deuxième véhicule du convoi qui s'est fait lancer des pierres dans le convoi d'évacuation. Les choses qui ont été dites par les personnes, des choses très racistes, très violentes, m'ont beaucoup marqué. Donc, je suis allée à 12 ans à une école privée, à Saint-Daniel Academy, et j'étais très inquiète de la façon dont j'allais me faire traiter. J'avais peur du racisme, mais heureusement, j'ai eu une bonne expérience. Par contre, j'ai constaté à quel point les gens savaient très peu des communautés autochtones et des choses qu'on apprend aux enfants, que, bon, les Iroquois sont sédentaires et on vit de la cueillette et que, bon, d'autres ont des wigwams et sont plus nomades. Et je ris, mais ce qu'on montre aux jeunes aujourd'hui, c'est la même chose. Par contre, les commissions scolaires maintenant font des efforts pour inviter les communautés autochtones à venir parler de leur réalité. Et des jeunes veulent en savoir plus aussi avec l'Internet. Et on a plus d'informations. On a découvert les 215. On a aujourd'hui une journée de la vérité et réconciliation. Des gens viennent s'excuser, présenter leurs excuses pour les manquements du gouvernement canadien à notre endroit. Il y a donc des changements qui sont en train d'arriver. Il y a plus de compassion et de compréhension peut-être des stéréotypes que les gens ont eus jusqu'ici envers les peuples autochtones et de leur impact, de l'impact du gouvernement dans les 500 dernières années sur nous. Effectivement, ce sont des marques très sombres sur l'histoire du Canada, mais nous voudrions travailler ensemble à redéfinir notre avenir. On veut donc tisser des collaborations avec nos alliés non autochtones et des personnes qui veulent aider. Quand je regarde nos communautés, et Mandy Gomasté l'a mentionné, on veut vraiment renforcer nos langues et cultures autochtones. Et le fait que j'ai pu partager ce discours avec vous, ce n'est que l'un des aspects de ce qu'on fait pour tout le monde, pour partager notre culture. C'était très malheureux si on avait à arrêter de faire ces choses. Selon un rapport de la FPC en 2021, certains des valeurs et principes que vous avez sont tout à fait alignés avec les nôtres. Le respect, le soutien mutuel, l'environnement, le changement climatique. En tant qu'humanité, nous devons faire mieux et nous devons prendre soin les uns des autres pour éviter que la situation se détériore. J'ai beaucoup d'amis en Floride qui sont en train de ressentir les impacts et les ramifications de l'ouragan et les choses vont s'empirant. Donc, j'espère que nous pourrons changer notre réalité, notre mentalité pour, entre frères et sœurs, autochtones ou non, travailler ensemble et prendre le temps que nous avons sur cette terre. Et dans ma culture, on dit qu'on nous donne à tous un bâton qui est marqué de toutes les expériences qui nous forment au cours de notre vie et pour lesquelles nous voulons être... on veut qu'on se souvienne de nous. Et donc, tout ce qu'on fait à la Terre la rend malade.
Et nous voulons travailler dans un esprit de progrès et de développement. On doit vraiment repenser nos objectifs. Et notre temps sur cette terre devrait porter sur la famille, sur les relations, sur les soins qu'on porte les uns vers les autres. Et ce sont les principes et les valeurs que nous partageons tous pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas un concept purement autochtone. Et nous sommes donc très heureux d'avoir l'occasion d'avoir un dialogue pour voir comment on peut construire un avenir meilleur. So thank you all for... Merci tout le monde de m'avoir écouté. J'ai bien hâte de continuer. So Victoria, I'll let you share. Victoria, je vais vous laisser présenter les nations dont vous faites partie. Je ne vais pas mal les présenter, mais vous travaillez au Fonds de résilience des peuples autochtones. C'est un fonds qui a été fondé en mars 2020 en réaction à la COVID. Vous avez été sur plusieurs CA et vous avez donc beaucoup d'excellents conseils à partager avec nous. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous et faites quelques remarques. Kwekwe. Bonjour and hello. It's great to be here today on the territory, and I'm going to see if I can say this right. Ganinkahaga. Ganinkahaga. Montreal, where known to be a meeting place for... Un lieu de rassemblement depuis toujours, j'imagine. Je suis d'accord avec Chef Scardier et Chef Picard et Chef Mandy. Je n'ai jamais partagé une scène avec 3 chefs par le passé. Victoria Grant. Timiagma Anishinaabe Kwe, Mong and Doden, Timiagma and Dujimayan and Diane Noongam. What I said is, my name is Victoria Grant. I am a woman of the Deepwater people. Alors, je suis du peuple des eaux profondes. Je suis du clan de la Lune. Je me présente toujours comme membre de la Première Nation Tomagami, un statut dont je suis partie en raison de la loi sur les Indiens. Je le dis parce que on parle de peuples autochtones, on parle d'où nous nous trouvons, et quand on parle de cela, les gens ne se rendent pas compte que les peuples autochtones habitent dans le secteur tiers. Quand je parle du secteur tertiaire, on parle du secteur public, on parle du secteur privé. Et le secteur tertiaire, c'est le secteur du bien-être social. Et c'est là où on a été mis par la loi sur les Indiens. C'est très important, je crois, à comprendre, à savoir quand on pense à notre position actuelle, quand on pense à la philanthropie. Quand je pense à la philanthropie, je le répète souvent, qu'est-ce que la philanthropie? Nous avons tous une vision différente de la philanthropie. Il y a une définition simple, c'est le désir de favoriser le bien-être des autres, particulièrement exprimé par des dons généreux d'argent au profit de bonnes causes. Mais le mot philanthropie vient de 2 mots grecs. Ça veut dire amour de l'humanité. Et c'est très révélateur. Alors, j'œuvre en philanthropie grâce à ça parce que j'aime les gens. J'aime faire des choses dans la communauté. Alors, quand je pense à la philanthropie et la communauté autochtone, en 2008, un certain nombre de fondations se sont réunies pour la première fois au Canada pour parler du travail qui se faisait dans les collectivités autochtones. C'était la première fois qu'un certain nombre de fondations se réunissaient et participaient à des cérémonies autochtones. Donc, à Winnipeg, en 2008. Depuis 2008, de nombreuses choses se sont produites. Jules Sinclair nous a lancé le défi, à la communauté de la philanthropie de nous demander qu'est-ce que vous allez faire pour raviver les 94
Constache. Il y a un certain nombre d'entre nous qui se sont réunis et nous avons formulé une déclaration d'action. En 2015, à l'événement final, cette déclaration d'action a été présentée à la Commission de vérité et de réconciliation, à ses commissaires. C'est un engagement de faire ce qui suit, un engagement d'apprendre et de se souvenir, un engagement de comprendre et de reconnaître. Et c'était un engagement de participer et d'agir. Il y a un certain nombre de fondations dans la salle qui ont signé cette déclaration. Il y a un certain nombre de ces fondations qui n'ont pas signé la déclaration, mais qui font le travail. C'est vraiment très intéressant car en 2010, le Fonds de résilience des peuples autochtones n'aurait pas pu se concrétiser. Il n'y avait pas assez de personnes autochtones dans le secteur philanthropique pour le faire. En 2020, en date de mars 2020, nous avons lancé un appel. Nous avons invité 40 personnes autochtones qui travaillaient partout au Canada pour se réunir et pour parler de la création d'un fonds pour combler les écarts que créerait la COVID-19 dans nos collectivités. C'était un moment touchant pour moi. Je ne croyais pas que je vivrais assez longtemps pour voir un groupe de personnes autochtones travailler dans le secteur philanthropique pour créer un fonds national au profit des collectivités. Quand on s'est réunis, on n'était pas certain de créer une fondation. On agissait simplement. Il y a des gens à table qui nous ont dit « Vous devez ralentir, vous devez avancer à petits pas ». Et Mary Simon, à cette réunion, a dit « Quand la baleine arrive au rivage, on ne demande pas qui est capable d'agir. On ne fait qu'agir, point. » Alors, on est ici pour trouver des champions. Et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 2017. Nous avons insufflé 9,7 millions de dollars dans des collectivités partout au Canada. Nous avons des fonds sans restriction. On peut insuffler ces fonds où nous le souhaitons. Ce que la COVID-19 a acheté à nos communautés, les paiements de soutien étaient attribués à l'alimentation, à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire. Alors, plus de 45 de notre financement a été attribué à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, à la souveraineté alimentaire. Et quand on y pense, en 2020, même avec tous les argents qui ont été insufflés dans les collectivités, avec le gouvernement fédéral, pendant cette période de temps, il y avait encore des besoins. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé le Fonds de résilience pour les personnes autochtones, moi-même et mes pères avions dit qu'on ne pourrait pas le faire si on ne servait pas des organisations de premier plan. On ne voulait pas passer par les chefs et les conseils. On voulait interpeller directement les organisations qui faisaient cela. Et nous avons servi... Bon, plus de 55 de notre financement est allé vers des donateurs non qualifiés. Ils n'ont pas le statut. Quand on parlait de ce qu'on ferait, on ne voulait pas utiliser le terme « subvention » parce que dans le principe de la subvention, il y a l'idée de permission, d'une idée descendante. C'est ce qu'on ne voulait pas faire. On voulait être des partenaires. On voulait être des partenaires dans des relations. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que je crois fermement que la naissance de ce fonds découle de la déclaration d'action. Et les partenaires que nous avons à table sont incroyablement engagés. Nous nous réunissons chaque trimestre pour parler de ce que nous faisons, pour partager ce que nous faisons. Et c'est une relation. L'un des éléments fondamentaux auxquels je crois dans tout ce qu'on fait, ce sont les relations. Si on veut en arriver à la réconciliation au pays, on a besoin de relations. On doit vraiment se connaître, se comprendre les uns les autres.
C'est une question de réciprocité. On parle de réciprocité tout le temps et on en a besoin pour que les choses soient bidirectionnelles. Tout le monde doit quitter avec quelque chose. Tout le monde a besoin de faire partie de quelque chose. Et pour ça, on doit avoir un sentiment de croissance, d'attention. Vous savez, bon, j'ai vécu dans ma communauté jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai dû composer avec le mouvement fédéral. J'étais dans la collectivité. Bon, je suis de retour là. Je suis directrice générale. Et laissez-moi vous dire que j'étais là dans les années 70 et je suis là en 2022. Et puis, il y a vraiment peu de choses qui ont changé dans cette relation. C'est une relation descendante. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, la gestion des terres, le système de gestion des terres qui existe. Bon, il y a la loi sur les Indiens, il y a un autre élément de législation qui a plein de règlements qui, je crois, n'ont pas été formulés par nous. Alors, c'est du pareil au même. Alors, en tant que peuples autochtones, nous devons nous réunir et il faut que ça fonctionne pour nous. Et c'est ça, la relation que nous avons avec nos bailleurs de fonds à l'heure actuelle. Et j'apprécie tous ceux qui se trouvent dans la salle aujourd'hui, qui nous ont aidés à travers tout ça. Encore une fois, j'œuvre dans le secteur philanthropique depuis 30 ans. C'est une relation que j'ai créée avec beaucoup de ces personnes et j'y ai mis tout autant que ce que j'ai reçu. Je crois que c'est vraiment très important. Merci. C'est qu'on a le temps à peu près pour faire une question, one question per person. Je vais commencer avec vous, grand chef Picard. Vous avez mentionné le fait qu'il y a peu d'argent philanthropique qui vont dans les communautés autochtones. Puis vous avez parlé de ces alliances potentielles pour adresser des réalités, des enjeux, que ce soit le racisme systémique, les enjeux d'hébergement, de logement abordable, toutes les questions aussi, toutes les solutions potentielles via l'économie sociale. Quel est le premier pas, quel est le premier geste que notre communauté philanthropique pourrait faire pour mettre en œuvre, mettre en place ces alliances-là? C'est une excellente question. Est-ce qu'on m'entend? Pas encore. OK. Là, c'est bon. OK, merci beaucoup. Well, first I certainly want to acknowledge Tout d'abord, je voudrais reconnaître Victoria de son travail. Je crois que c'est très important d'avoir des défenseurs aussi dans le domaine. Français. Je pense qu'on... Je n'ai pas assez peut-être insisté sur ce que j'ai avancé plus tôt, où on se doit de vraiment sortir des sentiers battus. Mm-hmm. Et lorsque j'ai passé la journée vendredi dernier dans ma communauté, et ça, je le pense depuis déjà un certain temps, et je pense qu'il y a peut-être autant de définitions sur le thème réconciliation qu'il y a de personnes dans la salle. J'exagère à peine. Mais ceci étant dit, c'est beaucoup trop facile de parler de réconciliation entre nous et vous et d'oublier en même temps qu'il y a un processus important qui prend forme au sein même de nos communautés. Mm-hmm. Et c'est au niveau de l'individu, la réconciliation avec soi-même. Et ça, c'est un processus qui est extrêmement important, qui mérite l'écoute, qui mérite également la compréhension. C'est-à-dire comment nous, comme société autochtone, on favorise et on fait la promotion de notre propre réconciliation. Et c'est de renverser des décennies, sinon des siècles, de colonialisme. C'est pas rien. Donc, c'est un exercice qui est extrêmement important et qui mérite l'écoute. Donc, je pense que toute initiative qui vise à ce terme qu'on emploie souvent chez nous, le empowerment, je pense mérite vraiment l'attention de tous et toutes, également de la société philanthropique. Je pense que c'est important qu'on puisse également insister là-dessus, parce que notre réconciliation collective est conditionnée
par notre propre réconciliation sur une base individuelle en tant que personne, mais aussi en tant que communauté et nation. Parfait. Merci beaucoup. Grand Chief Mandy, you... Chef Mandy, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez ouvert les portes, vous avez dit que ça vous ferait plaisir de partager des détails sur comment guider cette connexion entre le monde philanthropique et votre communauté. Alors, veuillez nous en dire davantage. Que vouliez-vous nous dire? Oui. Je voulais parler de deux choses. Premièrement, c'est une expérience d'apprentissage pour moi en tant que quelqu'un qui est un petit peu nouvelle dans le secteur de la philanthropie. Nous avons eu beaucoup de succès dans un projet de conservation et nous avons pu réussir dans cet espace car nous avions un partenariat avec de nombreux groupes philanthropiques. Je crois que l'une des choses qui a vraiment facilité ce dossier en raison de notre capacité à réagir aux besoins des groupes philanthropiques, c'était de tisser un partenariat avec eux. Ce partenariat a permis à ces groupes de se réunir et de demander une méthodologie de rapport unique. On ne remplissait pas 5 ou 6 rapports processus pour chaque groupe. Non, ils travaillaient avec nous pour essayer d'être alignés, pour trouver un gabarit de rapports alignés. Alors, je crois que les chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que la capacité, c'est un enjeu dans le monde autochtone. Alors que nous sortons des choses que nous avons endurées en tant que nation, nous avons continué à gagner en capacité. Alors pour moi, quand je regarde les relations avec les groupes philanthropiques avec lesquels nous avons travaillé, ça a permis à cet espace d'être reconnu. Ça nous a aidé à trouver une solution. Quand on pose ce genre de questions aux groupes avec lesquels vous voulez travailler, quels sont les enjeux internes que vous souhaitez souligner, peut-être qu'on devrait s'éloigner des lignes directrices, des critères qui sont très régimentés et qui ne nous permettent parfois pas de réagir aux besoins que vous souhaitez combler. Il y a une interconnectivité avec les peuples autochtones que vous devez examiner. Il y a des enjeux communs entre nos nations. Il y a aussi des enjeux particuliers, mais il y a des domaines principaux clés. Je crois que le monde philanthropique peut sensibiliser les gens à ces égards. Alors, on peut demander aux gens d'y prêter attention. C'est l'une des façons par lesquelles on peut faire avancer ces discussions et entretenir des dialogues sur des enjeux complexes comme l'impact des pensionnats. Qu'est-ce que ça veut dire que d'endurer le racisme en tant que personne autochtone au Canada? Les enjeux liés d'ordre linguistique au cours des dernières semaines, ça a été très difficile pour la nation Cree, même si je suis bilingue. Bon, il y a beaucoup de communautés qui parlent anglais plus que français. Et avec le dépôt du projet de loi 96, ça crée beaucoup d'enjeux pour nous. Ainsi, le milieu philanthropique a l'espace nécessaire pour sensibiliser les gens à l'égard de cette capacité qui a été perdue avec tout ce qui s'est passé, avec l'impact que ça a eu sur les collectivités. Il y a autre chose aussi qui est un message important pour moi. Permettre les peuples autochtones d'exprimer d'emblée quels sont leurs besoins et de les expliquer. Je crois que c'est là l'une des clés pour tisser un partenariat réussi. Quand j'ai rencontré Vicky en ligne la première fois par Zoom, elle m'a dit qu'on n'utilise pas le langage de la subvention. J'ai été époustouflée par ça parce que c'était si concis. Elle l'a exprimé de façon si concise, mais c'était tellement logique. Vous voulez plutôt tisser un partenariat avec les peuples autochtones. Vous voulez tisser un partenariat avec ces collectivités. Et je crois que vous voulez tisser une relation avec ces personnes, peu importe quels sont vos objectifs avec ces fonds philanthropiques. Plutôt, cette année, j'ai entendu parler de cette expérience particulière de faire partie de la délégation quand le pape Francis est venu au Canada en visiter. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de disjonction. Il y avait peu de compréhension quant à pourquoi le pape venait. Aussi, je crois qu'il y avait un manque de participation, de reconnaissance de la venue du pape. Mais il y avait beaucoup de possibilités à saisir dans cet espace. Mais je crois qu'il y avait, oui, beaucoup
d'espace-là pour aider les collectivités à aller de l'avant, aider les collectivités à avoir accès aux ressources dont elles ne disposent pas, peut-être. Il y a autre chose qui est un grand message pour moi. Regardez notre nation évoluer. Pour avoir une fondation qui était axée sur un institut culturel et maintenant souhaiter mettre en œuvre davantage de programmes linguistiques et culturels sur les terres. On voit cette transition, on voit cette évolution. Nous voulons établir des programmes qui vont donner à nos jeunes un plus grand accès pour qu'ils puissent occuper le territoire, pour avoir des pratiques traditionnelles, pour pêcher, chasser, faire du piégeage. Ce ne sont pas toutes les familles qui ont l'occasion de le faire. Alors, on veut vraiment faciliter l'accès aux ressources. Alors, il y a des programmes auxquels ils peuvent participer, donc ils peuvent activement savoir qui ils sont en tant que personnes autochtones. Garantir aussi qu'ils aient une relation avec leur territoire, car tout ce qui est allé de l'avant pour la nation Cree provenait vraiment de ces chasseurs qui sont allés en cours, qui ont témoigné de notre occupation du territoire, de son utilisation. Cela nous a permis à raconter notre récit dans cet espace et c'était fondé sur des connaissances traditionnelles. Alors, je vous encourage, vous savez, à tenter de comprendre avec qui vous voulez travailler, quelles sont leurs priorités, quels sont leurs défis, où ils ont besoin d'aide en matière de capacité, où ils veulent aller de l'avant. Ce faisant, en faisant ce travail de base, je crois que ça va rehausser votre relation, votre partenariat. La dernière chose qui, je crois, est d'une grande importance, selon moi, eh bien, il faut mettre au défi les gens avec qui vous travaillez en dehors de l'espace autochtone. Bon, il pourrait s'agir d'organisations, d'entreprises, de gouvernements pour énoncer les critères dans leurs politiques internes, dans leurs CGs, dans leur politique d'accessibilité sociale, pour identifier ce qu'ils font pour contribuer, pour avoir une relation avec les groupes autochtones. Je vous donne un exemple. J'ai été très étonnée d'apprendre dans nos discussions avec les évêques catholiques tout le travail qu'ils ont fait pour avoir un système d'école catholique au Canada. Selon moi, bon, je crois que c'est un domaine clé dans ce dialogue sur la réconciliation. Si la communauté philanthropique contribue des fonds pour offrir des renseignements, pour avoir des conférenciers autochtones principaux, pour créer du matériel, des expériences où les enfants d'école catholique peuvent comprendre qui sont les personnes autochtones au Canada. Voilà l'utilisation de fonds qui contribuent à un processus de réconciliation. Bon, c'est un petit espace, mais c'est un espace qui revêt une grande importance. Vos fonds philanthropiques peuvent se mettre au profit des collectivités autochtones pour aller de l'avant, pour prendre de l'expansion, pour aussi susciter de l'attention et pour qu'il y ait de l'attention prêtée à ces groupes avec lesquels vous travaillez, qui ont un rôle à jouer dans le processus de réconciliation. Voilà. Merci. So, Grand Chief Skydeer. Grand Chief Skydeer, vous avez parlé d'occasions à saisir, de potentiel de collaboration. Voudriez-vous partager des exemples de là où nous devrions nous porter présents, où les choses peuvent se faire? Très bien. Eh bien, comme j'ai mentionné, il y a un projet en cours. Nous voulons créer un centre culturel, un musée, un théâtre culturel. J'ai été très étonnée par le nombre de personnes qui ont dit présents de l'extérieur de la communauté, des gens de la région montréalaise qui voulaient faire partie de cet effort de collecte de fonds et faire partie du cabinet de la campagne. Je suis la présidente. Alors, nous sommes en train de créer une liste de noms d'organisations, des gens dans le milieu de la philanthropie que nous allons approcher. Ce ne sont pas seulement des gens de notre collectivité. Ghislain s'est porté volontaire, mais là, il a dû se retirer parce que nous savons qu'il est un homme bien occupé. Alors voilà, il y avait une telle volonté. Aussi, nous avons été capables d'établir un partenariat très important dont nous avons pu tirer profit, un partenariat avec Hydro-Québec. Alors, ils ont pu reconnaître l'utilisation des territoires traditionnels. Ils ont lancé un projet qui va offrir de l'énergie hydroélectrique à la ville de New York par la voie RTL, par le corridor express RTL, car ils traversent notre territoire. Plutôt que de nous donner une subvention ou du fonds, bon, nous utilisons votre territoire, voici de l'argent, puis taisez-vous. Non, nous sommes de véritables partenaires dans le projet. Alors voilà, il y a de ces occasions à saisir. Et pour moi, ça a été révolutionnaire. C'était une première du genre.
Alors, quand les organisations, les sociétés voient le potentiel d'avoir ce type de relation, c'est positif et ça change vraiment le discours et la portée de ce que l'on peut faire ensemble. Je dois vraiment souligner ce que le grand chef Madiko Mathieu a dit. Il faut connaître la collectivité avec laquelle vous travaillez parce que dans cette région, au Québec, ici, vous regardez toute l'île de la Tortue, selon la nation à laquelle vous parlez, les besoins sont différents, les valeurs, les principes sont différents. Par exemple, le peuple autochtone, vous avez certainement vu ce symbole à de nombreux endroits, c'est le Hiawatha, la Confédération du peuple iroquois. Les Mohawks sont les gardiens de la porte de l'Est. Alors, nous avons depuis longtemps un système de gouvernance, une constitution bien avant la création du Canada et des États-Unis. Alors, nous avons nombre de principes. Nous ne voyons pas comme Québécois, nous ne percevons pas comme Canadiens parce que depuis longtemps, notre identité, notre nation, notre gouvernance sont là. La façon dont nous faisons les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Nous avons créé ce qui s'appelle le Dignité Hoade, une relation bidirectionnelle avec les colons qui sont venus. Nous avons parlé de coexistence pacifique avec le principe de la paix, du respect mutuel. Et comme elle a dit, nous avons ces législations oppressives comme la loi sur les Indiens qui est encore dans les livres. Alors, on peut passer un drip, la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones, mais il y a encore la loi sur les Indiens qui est en vigueur, qui est la loi la plus oppressive qui contrôle la vie des peuples autochtones au Canada. Et le gouvernement décide qui est un Indien. Alors voilà, c'est illogique. Dans le contexte aujourd'hui, il y a certaines protections accordées par la loi sur les Indiens aux peuples autochtones, mais en ce qui concerne son intention, c'est encore là. C'est une épine au pied en matière d'autodétermination et ce qui est important pour nous pour aller de l'avant. Alors, sans contredit, vous savez, comme Ghislain, le chef régional du Québec, si vous souhaitez contribuer aux nations dans cette région, créer des liens, faire de la diffusion, comment procéder, eh bien, rencontrer les conseils. Pour moi, je fais partie du conseil élu, évidemment, qui émane de la loi sur les Indiens. C'était une façon de déplacer notre gouvernance traditionnelle. Donc, au sein de la communauté, à l'heure actuelle, il y a une distinction entre le système élu et le système traditionnel. Nous essayons de le restaurer, ce système traditionnel, parce que les gouvernements ne veulent pas reconnaître les gouvernements traditionnels dans certaines régions, dans certains domaines. Comme Ghislain l'a mentionné, nous avons beaucoup de réconciliation à faire à l'interne en raison de l'impact de la colonisation et de différentes choses. C'est difficile pour moi de parler français parce que, comme ça a été mentionné, je parle déjà une langue colonisée, mais je vois ça comme un outil. Je ne suis pas contre l'apprentissage du français. J'ai certains acquis parce que je vis dans cette province, parce que je suis allée à l'école, il y avait diverses exigences. Comme le chef Mathis l'a dit à propos de la loi, le projet de loi 96, bon, là, il y a une autre force en place. On devra... Il y a une autre langue qu'on va devoir posséder pour être des professionnels. Alors, on parle de capacité. On a des avocats, on a des médecins, on a plein de professionnels dans la collectivité. Nous avons beaucoup de chance avec notre emplacement, notre proximité de la ville. Il y a beaucoup de peuples autochtones qui retournent à l'école, qui vont à l'université, au cégep. Mais avec une autre couche, cette exigence d'apprendre une autre langue à ce niveau-là, je vois cela comme un obstacle à la jeunesse. Et je vois déjà qu'ils sont démotivés, que peut-être qu'ils ne seront pas capables d'atteindre leurs rêves, leurs objectifs, leurs aspirations à cause de cela. Alors, il faut faire le travail pour continuer à les inspirer, en leur dire on va trouver des solutions créatives pour contourner la chose. Peut-être tisser un partenariat avec notre communauté Sauk-Osasne qui est à très grande proximité de l'Ontario. Peut-être qu'ils iront à l'école là-bas, à la place. Alors, on va faire tout ce qui est possible pour veiller à ce que nos jeunes ont toutes les occasions possibles de connaître la réussite, et d'atteindre leurs rêves, leurs aspirations, leur dire que ils veulent s'épanouir et nous allons appuyer la prochaine génération de jeunes comme cela. Alors, l'égalité des chances pour tous.
Bon, si la volonté est là, en matière de financement, eh bien, écoutez, c'est un défi pour les jeunes, pas seulement dans les collectivités autochtones. Il faut trouver un équilibre entre aller à l'école, avoir un emploi pour payer les factures, le loyer et ainsi de suite. Ensuite, mettre le fardeau d'apprendre une langue, la culture, de revitaliser tout cela. Et ensuite, s'ils doivent apprendre le français, vous savez, c'est beaucoup de pression. C'est ce que l'on voit pour les jeunes en ce moment. Bon, mais il y a cette volonté-là. Les jeunes veulent contribuer, veulent faire partie de la société, de l'économie, de tout ce qui va vers l'avant. Mais il faut garder à l'esprit certaines valeurs, certains principes. Les tendances environnementales, disons, que nous prenons aujourd'hui ont une incidence sur les 7 générations, les enfants à venir. Il faut être conscient de tout cela. Alors voilà quelques idées. Il y a un grand nombre de Premières Nations qui n'ont pas encore d'eau courante. Il y a des besoins en matière d'infrastructure. Alors voilà, je m'arrête là-dessus. Voilà simplement quelques idées où il pourrait y avoir des liens, d'établir un alignement. Si vous voulez travailler directement avec Kahnawake, eh bien, je serai le premier point de contact pour établir ce qu'il faut. Nous avons tant de secteurs. Bon, les services de santé, des services sociaux, nous avons notre propre hôpital à Kahnawake. Alors, ce sont des gens qui ont travaillé avec diligence, avec le gouvernement, René Lévesque à l'époque, pour avoir une entente internationale pour créer un hôpital dans notre communauté. À l'heure actuelle, il y a des défis, je dois le dire, parce qu'on doit servir des clients non autochtones aussi. Ça faisait partie de l'entente, mais maintenant, notre population a beaucoup cru depuis les années 80. Nos gens sont incapables d'avoir des rendez-vous. Le financement est encore obsolète. Ça remonte aux chiffres des années 80. Alors, tous les services de santé nécessaires dans la collectivité doivent être rehaussés, c'est certain. On parle aussi de santé mentale, d'inclusion, des gens qui ont des incapacités. Nous avons eu notre première partie de Balmol pour les gens avec des besoins spéciaux. Toute la communauté s'est réunie. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont atteints d'autisme et qui ont des besoins spéciaux. On veut qu'ils se sentent inclus, qu'ils aient des occasions à saisir, qu'ils puissent trouver un emploi dans la collectivité. Donc, on pourra avoir un centre qui les garde dans la collectivité. Voilà des endroits où il y a des lacunes en matière de services pour combler ces besoins. Vicky, you've mentioned... Vicky, vous avez mentionné la déclaration de l'engagement en philanthropie. Il y a plus ou moins 45 fondations signataires qui participent à cette relation, cette réciprocité. Vous êtes une pro dans le secteur. Bon, en vous adressant aux collègues ici, quels sont les conseils que vous donneriez pour s'engager dans ce parcours pour qu'ensemble, on puisse se retrouver sur la même voie? Oui, c'est intéressant. Je pense que la première étape, ce serait d'apprendre où est-ce qu'on en est, de prendre connaissance de où est-ce qu'on en est. Lorsqu'on parle de personnes autochtones et des peuples autochtones et la pression sur les gens de savoir de quoi il s'agit, quand vraiment il faut, lorsque vous êtes, mettons, vous êtes Montréalais, c'est les Mohawks qu'il faut apprendre. D'abord, il faut apprendre où vous êtes et ensuite apprendre sur les autres communautés plus loin. Alors, c'est ça. Il faut avoir une idée d'essayer de s'engager auprès des communautés, lire les histoires, lire les livres, lire le premier volume de la commission, le résumé de la commission Vérité et Réconciliation, parce que ça, vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Et l'autre partie de ça, c'est lorsque moi je suis avec des gens, les gens vont me dire, OK, ça c'est une question idiote. Oui, mais je leur dis, il n'y a pas de question idiote. C'est correct si vous ne savez pas. C'est bien de poser les questions. C'est beaucoup mieux de poser des questions.
à des gens, et surtout des gens que vous connaissez, que vous êtes à l'aise de poser des questions, parce que c'est la première chose. Parce que si vous ne posez pas la question, vous ne saurez jamais. Vous aurez toujours l'idée que je ne peux pas participer parce que je n'ai pas les connaissances requises. Et voilà, ce serait ma recommandation. J'ai déjà été dans des salles avec des personnes où est-ce qu'on... Mettons, on est ensemble, puis on essaye de communiquer, mais c'est très difficile. J'ai déjà été dans des salles où les personnes autochtones disent des choses, mais les autres ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne connaissent pas, ne savent pas. Mais moi, je sais de quoi ils parlent. Mais les non-indigènes, les non-autochtones, je m'excuse, ne savent pas répondre. Mais nous, entre nous, on sait de ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut dire. Mais on a beaucoup de difficultés à le dire à voix haute. Et on sait que, bon, des fois, on est dans des salles avec des gens, il y a une incompréhension. Mais on ne se sent pas en sécurité pour, mettons, pour essayer de s'expliquer. Voilà. Alors, des fois, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut rencontrer les gens où ils en sont et que eux doivent aussi nous rencontrer où nous, on en est. Il y a 7 principes, l'honneur, le respect et la réciprocité dans les relations et tout ça. Je pense que c'est très important. OK. En termes de temps, est-ce qu'on a du temps pour une question de la salle? Une question de la salle. Alors, is there somebody who wants to volunteer? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, qui veut se porter volontaire pour poser la question? Je sais qu'on a le temps. Bon, non, il n'y en a pas? Bon, OK, donc on a eu beaucoup de beaux commentaires et de belles suggestions pour ouvrir une conversation et de poursuivre une conversation. Alors, ça peut être une occasion de conversation avec les personnes dans la salle. Les sont importants, immenses, tout comme ceux des peuples non autochtones. Puis c'est notre responsabilité collective de faire ce pas, to get to learn, to understand, to educate ourselves, puis pour accélérer ce processus de la réconciliation. Donc, les peuples ont cet empowerment dont vous parliez, cette prise en charge, cet hôpital qu'on retrouve sur les territoires, mais c'est aussi notre responsabilité d'appuyer ces démarches-là, ces initiatives-là, comme on le fait dans les communautés non autochtones. Et que c'est dans des relations, dans la durée, d'écoute et de respect et d'honneur qu'on va pouvoir avancer ensemble. Alors, les portes sont grandes ouvertes. On a eu l'opportunité d'entendre nos panélistes. Il y en a 2 d'entre eux qui vont rester avec nous. So, Vicky, you're sticking around for the rest of the conference. And Grand Chief Mandy. Qui sera là pour le reste de la conférence, puis Mandy aussi, je pense, et j'espère que ça ne vous dérange pas si je dis aux gens de venir vous voir, de vous parler, de ne pas hésiter. Et je vous en remercie beaucoup, beaucoup de faire ça. Différentes approches qui sont en cours, différentes opportunités avec d'autres fondations. Parler aux autres fondations qui ont aussi une expérience d'avoir commencé à bâtir ces relations pour pouvoir vous-même apprendre. The Indigenous People Resilience Fund is a great example of something that you can learn more about. There are Indigenous communities. Parce que vous pouvez prendre des autres fondations. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et il va y avoir 2 autres ateliers qui vont poursuivre dans cette même direction-là au cours des 2 prochaines journées. Donc, il y en a un qui s'appelle qui porte sur la réciprocité et la confiance, qui a lieu à 15h30 aujourd'hui. Et demain, à 9h15, il y en a une sur la revitalisation de la philanthropie autochtone. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention. Thank you for your attention and showing up in this room. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui et merci à vous. Et je vais le dire dans ma langue, Harlalepa. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir partagé si généreusement toutes ces choses-là qu'il faut qu'on soit plus au courant. Merci pour votre temps et merci pour la qualité de vos commentaires.
Bon, alors, je répète ces remerciements. Merci pour cette conversation. C'était vraiment excellent. Merci pour votre honnêteté, votre franchise et votre confiance. Et c'était fantastique de la part de notre modératrice également. Alors, maintenant, c'est l'heure de lunch. On a un lunch dans 524 ABC, mais une chose avant d'y aller, les gens qui veulent la traduction simultanée, vous n'avez qu'à aller au bureau d'enregistrement.